tous, bienvenue dans la rencontre. Alors vous avez vu quand même, il y a pas mal de... Vous avez un beau fond moustal quand même. Hein, et on n'a pas tout sorti. mais il y a quand même... et on voit que dans ta bibliographie, tu as quand même un appétit pour le polar. Alors c'est vrai que là, c'est une biographie sur un auteur de romans policiers. C'est pas un polar intrinsèquement, mais qui sort donc le 6 octobre. Simon Lostrogo, tu as travaillé... Après avoir fait plein de couvertures de Simon, là finalement tu travailles sur la vie de Simon avec José-Louis Bocquet et Jean-Luc Fromental. Oui, c'est curieux parce qu'en fait, Simenon, moi j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai toujours été très sensible aux ambiances qu'il décrivait. Et je me souviens que j'avais essayé de faire en sorte d'illustrer un roman de Simenon dans la fameuse collection Futuropolis Gallimard. Donc il y a très longtemps, à l'époque, il vivait encore. Donc j'avais même fait parvenir quelques dessins. Il a mis je pense que ça n'a même pas dépassé le cap de son agent, qui a tout de suite répondu avec un pourcentage dément, qui faisait qu'en gros j'avais calculé qu'il fallait que je paye pour dessiner. Donc on y a vite renoncé. J'ai fait un Macorlan. Il y avait d'ailleurs un cousinage dans les ambiances. Et puis, donc, je continuais à lire du Simenon à mon rythme, pour le plaisir, comme ça. Surtout des romans durs, des romans noirs, hein, pas forcément des policiers, mais des romans avec des crimes, mais pas forcément les Maigret. Et puis un beau jour, j'ai reçu un coup de fil de Mylène de Mongeau, de la part de José-Louis Bocquet, qui est donc qui était ami avec Marc Simenon, et Marc Simenon, après la mort de son père, voulait s'occuper un petit peu du fond, voulait dynamiser un peu certains textes, et en gros il voulait que j'illustre un roman de mon choix, quel que soit l'éditeur. Alors maintenant c'est très compliqué entre les titres Gallimard, les titres Presse de la Cité, les titres Fayard, c'est très compliqué. Mais là, bon, j'avais le choix, et du coup j'avais choisi Touriste de banane, qui était une sorte de roman noir comme ça, qui se passait au paradis, quoi, à Tahiti. C'était un peu les dessous du rêve, l'envers du rêve polynésien. Donc ce livre, il se trouve qu'il y avait un éditeur italien à l'époque qui me proposait de faire un livre illustré, et je trouve le titre, donc j'ai mis tous les gens en contact. C'était chez Nuage, et puis Vertige Graphique, ça s'appelait. Le livre est sorti, il y a eu des expos, il a été traduit en italien, ça s'est très bien passé. Et puis, du coup, les éditions officielles de Simenon, Omnibus, m'ont contacté pour que je continue cette sorte de collaboration, d'édition de livres illustrés, mais dans le cadre plus précis, quoi, plus éditorial. Et du coup, on a commencé par les Maigret. Ils m'ont proposé de faire des tas si petits, des nouvelles de Maigret. Alors ça, je ne sais même pas où vous les avez. Je l'ai trouvé. Ah non, mais ça, c'est les trucs du Monde. C'est Oui, ça, alors là, ça. le Monde, c'est très très curieux, parce qu'ils ont fait ça il y a cet été ou dans les années. En fait, le Monde, ils ont puisé. Voilà, c'est les trucs avec le rouge. Voilà, ça. Au départ, c'est sorti, il y a eu 6 petits livres de poche qui sont sortis, comme L'inspecteur Malgracieux, où il y avait des illustrations en noir et blanc et une couverture couleur. Et puis après, quand on a terminé ça, il y a eu un gros volume, un peu comme ils font chez Omnibus, qui reprenait les 6 enquêtes de Maigret. Et puis bon, parallèlement à ça, je faisais aussi les romans durs, mais alors, curieusement, ils insistaient toujours pour que je fasse les romans américains. Donc c'est pour ça que j'ai fait les Frères Rico,
Le passager clandestin, c'est un peu comme ça, et tout ça, ça sortait, et ça, j'aimais beaucoup faire ce travail, parce que on conservait le texte de Simon. C'était quand même abondamment illustré, il va y avoir 50 dessins par volume, mais bon, c'était pas du tout comme une bande dessinée, donc je m'arrêtais aux ambiances, à tout ce que j'aimais dessiner. Je lisais les textes, je voyais des tas d'images, je les notais toutes, et après je faisais une sorte de tri en fonction du rythme narratif et puis de l'intérêt des images à faire. Et donc voilà, et moi j'aimais beaucoup, on en a fait, il y a une époque j'en faisais à peu près tous les 2 ans, moi ça me convenait, mais bon, on est quand même dans le livre illustré, donc de nos jours, le livre illustré, ça va quand même, surtout dans des textes qui sont absolument pas inédits, qu'on peut trouver en livre de poche. Donc pour eux c'était un peu un truc promotionnel lié à des années commémoratives. Donc les 100 ans. Alors ils trouvent tout. Ils trouvent par rapport à la naissance de Simon, par rapport à la mort de Simon, et par rapport à la naissance de Maigret. Il y a 3, donc, et puis c'est tous les 5 ans. Enfin là c'est les 120 ans de sa mort, cette année. Non, sa naissance. C'est la naissance. Oui, pardon. C'est de la naissance. Donc voilà, c'est comme ça que, bon, évidemment, je m'interrogeais beaucoup sur l'idée d'adapter, parce que j'ai beaucoup travaillé, toutes mes bandes dessinées, je les ai fait avec des écrivains. Et puis, en général, c'est moi qui fais les adaptations de leur synopsis. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, je vais quand même m'essayer à adapter en bande dessinée un Simon. Et puis finalement, c'est très compliqué parce que moi, je respecte, ce qui me séduit, c'est le style littéraire. Et je ne me voyais pas écrivant à la place de Simon, en fait, en décrivant les situations. Alors, et puis quand même, il y a beaucoup de petits dialogues chez Simon, donc c'est pas évident de les évacuer. Donc je tournais un peu autour de ça, et puis il y a eu cette idée de ce projet qui venait de John Simon, qui avait demandé à Dargaud de lancer une collection d'adaptations des romans durs de Simon. Et alors, j'étais un peu surpris de ne pas être consulté dans un premier temps. Mais John pensait que moi je faisais plus de BD et que je faisais que de l'illustration. Bon. Mais néanmoins c'était avec Bocquet et Fromentel, qui sont des vieux amis. Donc on en a parlé. Et puis la contrainte, pour moi j'ai une contrainte, la spécificité de cette collection. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul qui est sorti, c'est Le Passager du Polar Lys avec Christian Caillot. C'est que l'adaptation est faite par l'un ou l'autre, Bocquet ou Fromentel. Parce que l'autre c'est Isler. L'autre c'est Isler qui fait La neige était sale et qui fait. C'est Fromentel qui l'adapte. Et là il l'adapte à fond en bande dessinée, les bulles. Alors du coup, ça m'intéresse absolument pas. Donc, bon, bah, j'en ferai pas. Mais alors, ils m'ont proposé cette idée. C'est John Simon qui avait l'idée de raconter une période de la vie de son père, la période où il est devenu Simenon. Voilà, Georges Sim est devenu Simenon. Donc, en plus, c'était les années 20, début des années 30. À Paris, et c'était agréable à dessiner, et c'était une époque très, très amusante. Et puis là du coup il n'y avait pas de problème d'adaptation, c'est une pure bande dessinée, comme j'en ai jamais fait en plus. Vraiment, hein, c'était aussi l'idée, c'est que je m'étais jamais frotté à ce genre de
narration avec les bulles, tout ça. Moi, j'ai toujours fait du récitatif, des grandes images, des ambiances. Alors que là, tout passe par l'intérieur. Il y avait un truc de mise en scène à trouver. C'était très amusant de faire le storyboard. Voilà. Et après, bon, bah, il y a eu. Je me suis retrouvé avec les vraies contraintes de la bande dessinée. Voilà. Celui qui parle, qui est à gauche, qui répond, qui est à droite. Il y a des tas de choses qui font qu'on ne peut pas vraiment dessiner ce qu'on veut. Mais bon, moi, ça fait partie du truc. Et finalement, bah là, je viens de recevoir le livre, je l'ai relu avec suffisamment de recul. Et je trouve que voilà, c'est une sorte de comédie dramatique, un peu. C'est assez amusant. Et puis j'ai beaucoup d'affection pour les personnages, pour le couple qu'ils font, Tiji et Georges. Donc, bon, je savais aussi que j'avais 1 an pour faire ce livre, qui était quand même de 101 planches. Donc il y avait une urgence, il y avait une sorte de dessin un petit peu plus lâché comme ça, que je l'ai trouvé moins réaliste. Et voilà, donc ça m'a... Tout ça, ça se passait en plus avec John Simon qui était très très content du résultat, qui était ému. Il raconte l'histoire de son père. Voilà, Dargaud avec qui j'avais jamais travaillé, qui supporte bien, donc voilà, ça c'est le dernier livre, c'est la genèse du dernier livre, comment on en est arrivé là. Et alors il y a eu c'est curieux, oui, alors Bocquet finalement c'est Bocquet qui a donné mon nom à Marc Simon. Voilà. Et maintenant, je me rends des années après à travailler avec lui sur Simon. Et de même, et c'est très... Parce qu'en fait, John Simon a contacté Fromental, parce que Fromental avait fait avec Berthet un livre, je ne sais plus comment ça s'appelait, La frontière, pas sur de l'autre côté de la frontière. Enfin, c'est sur la vie de Simon quand il vivait près de Santa Fe, comme ça, quand il écrivait Le fond de la bouteille, tout ça, La jument perdue, un peu des néo-westerns modernes. Et il s'était beaucoup inspiré du personnage de Simenon. Même, il était assez ressemblant. Mais bon, on le voyait quand même, c'était pas vraiment à sa gloire. Et moi, comme je voyais beaucoup de John à l'époque pour les histoires d'édition des romans illustrés, je lui ai quand même dit, ouais tiens, j'ai un ami qui a fait un livre là, très inspiré de ton père. Et j'ai hésité à lui dire, parce que je ne savais pas comment il réagirait. Parce qu'il était, il pouvait être procédurier. Donc, je lui ai dit. Et en fait, il a adoré. Il a appelé Fromental et il lui a dit personne n'a compris mon père comme vous. Donc, et c'est comme ça que c'est né. Donc tout ça, c'est des réseaux, c'est des fils qu'on tire, et puis voilà. Et toi, en faisant Simon Ostrogoth, tu as découvert des choses sur... non, parce que en fait, Simon Ostrogoth, c'est très inspiré. C'est pratiquement l'adaptation d'un livre de Tiji, donc sa première femme, qui s'appelait se souvenir d'un truc, souvenir de Tiji, qui raconte toutes ces années parisiennes. Et puis moi j'ai pris avec du recul en racontant l'histoire d'un jeune couple d'artistes, lui écrivain, elle peintre, qui déboule de Liège, qui arrive à Paris dans les années 20, avec l'effervescence qu'il y avait, et qui essaye de s'en sortir. Et puis, voilà.
traité, mais alors, du coup, ce qui est amusant, c'est que moi, je suis rentré dans Simon parce que, par goût pour ces ambiances qui me parlent énormément, ces ambiances un peu glauques, comme ça. En fait, sinon, je l'avais découvert sur les canaux, parce que je faisais mon diplôme d'architecture sur les canaux, sur l'architecture des canaux, structurant du paysage, voilà, tout un truc. Et du coup, j'étais parti sur une péniche, et dans mon diplôme, il y avait beaucoup de citations littéraires. Et du coup, je me suis dit, ah bah ouais, Simon, j'ai beaucoup écrit, l'équipe numéro 1, Quartier de la Providence, la Maison du Canal. Et j'ai lu ça sur place. Et là, ouais, c'est là où j'ai découvert vraiment toutes ces ambiances. Et encore, maintenant, moi j'en lis encore, là j'en lis 2-3 par an. En général, des éditions originales plutôt. Alors que j'arrête pas de dessiner les rééditions. Mais je préfère les lire quand je trouve dans les vide-greniers. J'en ai lu des collections blanches, des vieux trucs avec 50, 40. Et c'est vrai que je tombe sur des phrases qui. Juste, il faudrait pas que j'ai surligne et tout. Enfin, je trouve ça très très beau. Donc c'est ça, et donc c'est pour ça que j'ai aimé dessiner Simon. Et finalement, je me retrouve là à dessiner quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ambiance de Simon, qui a à voir avec le personnage. C'est amusant. C'est une boucle. Voilà. Et alors, si je ne me trompe pas, tu parlais de tes études d'architecture. Un des premiers projets, une des choses que tu as voulu adapter et que tu as présenté à Philippe Paringot, c'était une adaptation d'un roman de Vernon Sullivan, donc le pseudo de Boris Vian. Voilà, comment ça s'était passé ça alors? Parce qu'après, bah voilà, déjà, bon, à l'époque, je lisais beaucoup de romans noirs, ça, je recherchais des. Et puis, comme je voulais faire de la bande dessinée, déjà, je voulais fragmenter le texte, mais pas le couper. Et il y avait une nouvelle de Vernon Sullivan qui s'appelait Les chiens, le désir et la mort. Tout un programme. Et je pensais, je l'avais adapté en un peu pop, c'est-à-dire que ça se passait. C'est la même histoire, mais ça se passait dans les années 50 sur la Riviera. C'est très coloré, tout ça. Ça s'appelait Cruising in Buick. Et donc j'apporte ça à Paringot, grande page à l'époque. Il avait que des illustrations et des textes en dessous. Et lui, bah, il a fait comme font tous les rédacteurs en chef des journaux, hein, donc il fait du rewriting, quoi. Tout le monde, tous les manœuvres, Ducret, tout ça, il venait et on leur réécrivait leurs textes. Et donc il a dit, ah ouais, c'est bien, mais attends, je vais réécrire. Et là, il a réécrit un texte admirable qui m'a beaucoup séduit et du coup, voilà, je me suis dit qu'il valait mieux travailler avec des gens qui savaient écrire. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette très longue collaboration. Ben oui. Alors, au départ, quand même, des récits courts qui vont être réunis dans New York, Miami, puis après, des récits plus longs, il y a Cœur de sable. Oui, il y a eu New York, Miami, Cliché d'amour. C'était l'époque. On faisait des histoires courtes pour Métal Hurlant et Rock et Folk, en fait. Puis en plus, on ne travaillait pas sur la durée. Moi, je crois que j'étais encore étudiant en architecture, on faisait des petites histoires. Puis à l'époque, on faisait beaucoup d'albums de bande dessinée, comme des recueils de nouvelles. Et puis moi, ça me permettait comme ça de trouver un peu un style, d'essayer des tas de différentes propositions graphiques. Et après, je suis parti, une fois que j'ai mon diplôme, je suis parti à la coopération
comme architecte au Maroc, au lieu de partir en caserne. C'était quand même mieux. Et quand je suis revenu, bah voilà, il y avait personne ne m'attendait dans l'architecture, alors que bon, j'avais déjà finalement sorti 3 albums en bande dessinée. Et c'est là où À Suivre on nous a contactés pour ce qu'on faisait, le roman À Suivre ou les romans en BD, c'était tout à fait pour nous, beaucoup plus que de rester à Métal Hurlant finalement. Et donc c'est pour ça que la première longue histoire qu'on a faite à l'époque se passe au Maroc. Parce que j'en revenais, j'avais toutes les images dans la tête, j'avais passé 1 an et demi et voilà, moi je pensais travailler sur le Maroc des années 50, mais en fait lui il est tout de suite parti sur des beaucoup plus hollywoodien, Morocco, Gary Cooper, Mandy, donc ouais, c'est comme ça. Et puis après, bah voilà, on est rentré un peu chez les Casterman, un album, puis un autre, il y a un effet boule de neige. Et parallèlement à ça, je faisais beaucoup d'illustrations pour la presse et la publicité. Et ça, on l'a fait, mais Paringo n'étant pas du tout un scénariste professionnel, parfois il écrivait rien du tout pendant des années. Et j'allais exhumer des trucs dans ces tiroirs. Comme là, vous avez montré Kid Congo. Kid Congo, c'était un projet de film qui n'a jamais vu le jour. Et de même, Le Sang des Voyous. Non, Le Sang des Voyous, c'était un projet de roman et qui n'a jamais terminé. Donc je l'ai pris. Et je l'ai pris, puis je lui ai fait une première adaptation. Puis après, il a tout écrit, fonction de mon découpage. Et ça, malheureusement, c'est le dernier livre qu'on a fait ensemble. Parce qu'il n'écrit plus. Il n'écrit plus du tout. Non, il s'en fout. Non, il est bon. Paringo, il vit plus à Paris, je le vois beaucoup moins. Il est doré, non, c'est ça? Oui, mais il est plus avec moi. Donc à l'époque, c'était un peu comme un sorte de grand frère, il doit avoir quoi, 12 ans. Mais bon, bah, maintenant, je ne sais plus trop ce qu'il vient, mais on s'appelle 1 ou 2 fois par an. Mais à chaque fois, je lui dis. Et j'étais même prêt à reprendre une histoire courte qu'on avait faite et à la développer en long. Mais il ne voulait pas, il dit non, j'ai écrit ça dans les années 80. Pas question. Donc, parallèlement à ça, moi j'ai fait beaucoup de collaborations avec d'autres écrivains. Ouais. Alors juste qu'on finisse avec Paringo, Le Sang des Voyous, c'est quand même votre hommage au... Le Sang des Voyous, c'est le plus polar. C'est le plus polar, voilà, c'est ça. Même si Barney et la Note Bleue, c'est un peu traité comme un roman noir, mais Le Sang des Voyous, c'est un pur hommage à Melville, ça, c'est... Oui, j'adorais les textes. Oui, c'est un tueur à gages qui est en fin de route. Voilà, c'est un mec immonde, mais pour lequel j'avais quand même une sorte de respect, comme ça, une sorte de dignité, l'histoire. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Et Paringo, il estime que c'est le meilleur film, en effet. Il y a eu pas mal de propositions de films. Des Allemands, il y a 2 réalisateurs allemands. C'est quel Melville qui vous avez inspiré là? C'est le samouraï, c'est le deuxième souffle, un peu le samouraï. Il y a des plans qui sont même pris dans le samouraï. Oui, non, le deuxième souffle. D'accord. Alors ça, tu parlais de collaboration, parce que bon, l'Amérique est importante dans ton imaginaire. Tu as travaillé aussi avec un écrivain américain. Là, c'est encore sans doute. Avec Jérôme Charine. Voilà, sur 2 livres, dont les frères Adamoff. Alors en fait, Jérôme Charine, il vivait à Paris, et puis, je ne sais pas, mais il commençait à travailler avec des dessinateurs, il adorait la bande dessinée, il a rencontré Jean-Paul Mougin de À Suivre, et puis
il a commencé à écrire pour Book, c'est pour Munoz, quoi. Et du coup, on a été présentés et il m'a écrit cette histoire, Les Frères Adamov, qui est une super belle histoire qui donnait lieu à des très beaux décors. C'était le New York des années 30, un petit côté, il était une fois en Amérique. Mais alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que dans le cas de Charin, pour lui, la bande dessinée, c'était un peu Mickey, c'était les bulles, voilà, la BD comme ça. Et du coup, mais il écrivait son scénario, il décrivait les cases, ce qui se passait dans les cases, c'était son écriture à lui, qui était très imagée, toujours avec des comparaisons, tout ça. Et alors, moi, en fait, j'ai gardé tout ce texte qui m'indiquait, qui gardait l'essence de son écriture en dessous des images. Mais alors que pour lui, c'était juste une indication pour moi. Alors, je lui ai dit, évidemment, il en écrit un peu quand c'est pour situer. Il y a très souvent, comme des somnambules, c'était un peu pour moi, pour me dire comment il voulait que je les dessine. Et moi, je trouvais que c'était beau. Donc, il n'a pas compris. Hein, il a dit, ah bon, mais pourquoi? On comprend. Mais bon, il était OK. Et du coup, le livre a une certaine densité. Et j'ai bien aimé faire ce livre. Et après, on a fait White Sonia. Qui est dans un Alors, White Sonia, c'est une très belle histoire. Je trouve que c'est un beau personnage. Mais alors là, il m'a fait un scénario beaucoup plus simple, dont j'ai fait le découpage. Et puis, avec les dialogues, tout ça. Puis je lui ai dit, maintenant, tu nourris les images, tu fais du texte en dessous pour que ce soit comme les Frères Adamov. Il a dit, non, je veux qu'on comprend l'histoire, c'est bon. Et du coup, avec Sonia, c'est un livre qu'on peut lire en à peu près 5 minutes, avec plein de cases muettes. C'est dommage, c'est un gâchis parce que c'était une belle, beau personnage. Mais bon, Dieu pour là. Et juste derrière les Frères Adamov, parce que tout le temps, toi, tu fonctionnes avec de la documentation qui vient souvent du cinéma pour recréer une époque. Donc, peut-être, par exemple, pour ce film, ce livre, pardon, qui se déroule dans les années 30 à New York, tu es allé. Non, d'abord, on s'est retrouvés à New York tous les deux pour m'envoyer plus grand chose qui puisse ressembler. Mais non, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup les livres, les Dover Books, des livres de photos, New York in the 30s, in the 40s, donc il y avait une grosse masse, enfin des choses qu'on trouve facilement maintenant sur Internet. Mais oui, et puis souvent je faisais aussi des arrêts sur l'image, sur des DVD. Dans un film, il y a toute la doc pour un dessinateur de bande dessinée. Il y a les voitures, il y a l'architecture, les costumes. De toute façon, Tardif fait comme toi, hein, c'est ça. On ne fait pas pour les mêmes, forcément les mêmes époques, mais c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un autre auteur avec qui, alors là t'as pas, j'imagine, tu l'as adapté, alors je sais pas si alors ça c'était un régal d'adaptation, hein, ça tu retrouves ça un jour. Ça c'est je l'ai rencontré, mais j'avais pas encore assez avancé dans l'histoire. Je l'ai rencontré avec celui qui faisait Shutter Island. On était tous les deux avec lui et François Guérif, parce que ça c'était une très bonne collection, moi je trouvais super, mais bon, maintenant j'ai arrêté. Et là j'ai eu la chance de trouver ce texte qui était une nouvelle de 20 pages, doublée d'une adaptation théâtrale
Donc j'avais des dialogues, hein, et j'en ai fait une BD de 96 pages. Donc au lieu d'avoir à réduire et tout, j'ai beaucoup dilaté. Il y a des digressions, il y a des tas de choses. C'était très très plaisant. Là, je faisais vraiment comme un film. Et d'ailleurs, j'ai voulu que ça soit un format cinéma avec 2 images par page. Comme ça, voilà. Ouais, Avec des dialogues, oui, un peu à la Tarantino, qui servent à rien dans l'histoire. Des beaux personnages. Et en plus, il devait y avoir une adaptation cinéma avec Kurt Russell qui jouait lui, le père. Mais Kurt Russell a trouvé que le personnage était trop négatif, donc c'est pas fait. Et après, ça devait être Bill Paxton. Mais Bill Paxton ne voulait pas faire un. Enfin, il n'était pas assez connu pour tout le film. Donc ça, c'est jamais fait. Et puis bon, après, je ne l'ai jamais revu Denis Lehan. Je sais même pas comment il a réagi. Il a eu le bouquin. Ils s'en foutent un peu, c'est les trucs américains, c'est les agents. Je crois même que quand il avait vendu les droits, c'était pour juste une édition en France, et que si ça se faisait dans un autre pays d'Europe, il se fera redessiner. Donc c'est sorti juste en Allemagne. Attends, si je me trompe. Et ça, c'était bien, c'était amusant. Le tout début de la nouvelle, c'est ça, je crois. Aujourd'hui, je sors de prison, mon père vient me chercher au volant d'une Buick Skylark volée, avec de la coke dans la boîte à gants et une pute prénommée Mandy sur la banquette arrière. Ouais. Et ça t'accroche direct quand tu dis. C'est là aussi, on voit ce que. Tu parlais de Tarantino, c'est aussi parce que là, t'es plus, on va dire, là, c'est quoi, c'est les années 70, Ah bah oui, 80, mais ça, c'est aussi parce que tout ce qui est américain, bon, j'ai fait d'autres choses qui se passent aux États-Unis, j'aime beaucoup dessiner les années 70 plutôt que les années 50, qui sont un peu l'image d'Épinal, les grosses et puis ce que faisait Ted Benoît très bien, tout ça. Mais je trouvais que ça correspondait, c'était encyclopédique pour moi. Alors que les années 70 et ces énormes voitures, ça correspondait à ma découverte des États-Unis, à mes premiers voyages là-bas, et au cinéma américain que je voyais en direct. Les Friedkin, les Scorsese, tout ça. Pas forcément les Humphrey Bogart et tout. Ça, il fallait que j'aille une démarche d'historien, il fallait que j'aille dans les ciné-clubs, les ressorties. Mais les films qui sortaient, comme j'ai toujours énormément été au cinéma, j'allais voir tous les Dirty Harry, les French Connection, Taxi Driver, Main Street, c'était tous ce cliché qui dit quand la première fois qu'on arrive à New York, on est un peu au milieu du film. À l'époque, c'était comme ça. Je suis peut-être maintenant, mais voilà, se retrouver dans un embouteillage avec toutes ces voitures, en arrivant de l'aéroport et tout, c'est formidable. Donc j'ai voulu plutôt retranscrire ces perceptions que j'avais eues des États-Unis, plutôt que de faire, bon, j'aime bien aussi le chapeau mou, la grosse voiture ronde, des choses que j'ai moins vécues. Ouais. Le point de départ pour toi de tes livres, il y a toujours un imaginaire qui doit te frapper, dont tu as envie de dessiner, une imagerie. En fait, je demande toujours, je regarde comment c'est écrit. En général, c'est pour ça que je travaille avec des gens plutôt bons. Et puis, où ça se passe, bien sûr, parce que où ça se passe, c'est comme mec de voir. Et voilà, ce qu'il va falloir représenter, et si j'ai envie de représenter. C'est-à-dire qu'il y a
les histoires à costume. Là, j'ai quand même fait Kid Congo, qui passe en 1910 au début. Ça, c'était une très très belle histoire, poignant. Mais bon, là, ça allait encore. C'était pas des criminologues. C'était. Mais sans ça, non, il y a des tas de choses que le Moyen-Âge, je ne dessinerai jamais. C'est autre chose. L'époque moderne non plus, t'as pas envie Non, l'époque moderne, pas trop. Téléphone portable et tout ça, c'est pour. Bon, parfois, je suis obligé pour des illustrations. Oui. Mais une bande dessinée, non, j'aime bien que ça ait un petit décalage avec la réalité, par le passé. Oui, mais alors, on parlait tout à l'heure de Melville, il y a un autre projet, où il y a aussi cette ambiance inspirée un peu par Melville. Oui. Alors là, j'avais demandé à Goetting, qui est un ami dessinateur, mais qui écrit aussi des scénarios. Et là, c'est aussi Melville, hein, mais c'est Bob le Flambeur. Donc c'est beaucoup plus doux comme histoire que Le Sang des Voyous. Mais ça se passe à peu près à la même époque. Et puis là, c'est l'histoire d'un jeune provincial qui veut venger son père, qui s'est suicidé suite, C'était une escroquerie. Une escroquerie. C'est ça. Et c'est assez simonamien comme histoire. Et là, c'était amusant de travailler sur. Et voilà. Pigalle existe toujours, mais en revanche, là, pareil, là, t'es allé donc voir les films. Voir les films, plutôt le cinéma français des années 50. Les femmes disparaissent, ces films-là. Les filles chez les hommes. Finalement, dans ton panthéon. D'ailleurs, j'aurais très bien pu la faire en noir et blanc, mais je ne voulais pas non plus me priver finalement de la couleur. Dans ton panthéon, le cinéma français est aussi présent que le cinéma américain, finalement Non, quand même. Quand même pas, hein, Non, ça. Non. À part Melville, en fait. Non, j'aimais bien tous les petits films français, policiers français d'avant la nouvelle vague. J'ai une énorme collection de romans photos, de mon film, de tous ces films adaptés en romans photos. Non, je connaissais assez. Oui, ou La Montre Vert de Gris, des trucs comme ça. Bon, c'est un peu kitsch, quoi. Quand on les revoit maintenant. Mais les Audiards, ça, c'était le cinéma que je consommais. Ensemble, avec Jean-Claude Goetting, on fait une autre histoire, là, qui a une genèse un peu compliquée, parce que c'est déjà un premier livre pour lui, tout petit, et puis après que, à ta demande, finalement. Voilà, ça c'est très curieux comme projet, parce que, on avait fait Pigalle, 1927, c'était bien passé. Moi, auparavant, je n'écrivais plus rien, Charine non plus, entre-temps, j'ai travaillé avec Benacquista, mais bon. Je savais qu'il avait écrit un petit livre qui s'appelait Noir, qui racontait la même histoire à peu près, mais dans les années 50, et en noir et blanc. Et un petit livre très confidentiel. Et du coup, je lui ai proposé de le réadapter à Hollywood, quoi. En couleur, dans les années 70, 80, avec de moyens. Et du coup, voilà, là il a réadapté j'ai refait un découpage, quoi, puis il a réécrit l'histoire, mais la trame est exactement la même. J'ai rajouté quelques trucs. Et puis j'ai un peu durci l'histoire. Mais oui, c'est. En même temps, t'amènes de l'humour aussi, parce que j'avais lu les interviews de l'époque, tu avais rajouté un peu des scènes humoristiques, alors des scènes qui te font peut-être rire, toi, mais comme on est dans une ambiance noire, on ne se rend pas forcément compte que c'est. Oui, c'est vrai. Là, par exemple, la scène du garage, celle-là, c'est une histoire qui m'a permis
de dessiner ce genre de voiture, j'aime bien. Eh oui. J'ai même pu m'acheter des modèles réduits. J'avais une raison. Ça t'a C'est été- pas facile, hein, les voitures de cette époque, ça n'existe pas toujours en modèle réduit. C'est toujours les années 50, les 60, mais... Et si je ne me trompe pas, là, tu t'es un petit peu inspiré pour cette partie garage de Lost Highway, c'est ça où il y a un passage de Oui, garage voilà, c'était Lost Highway, Drive, un peu. Eh ouais. Oui, il y a une scène chez un garagiste qui ressemble à ça. Mm. Oui, j'aime bien les petits hommages, des emprunts. Oui. Mais- Oui, qui sont pas forcément, qui sont pas là pour alourdir le récit. En fait, c'est toi qui sais, mais nous, Oui, voilà. on lit, on Et se puis rend pas en plus, forcément ça compte. me permet de me replonger dans ces films que j'adore. Et je crois que tu t'étais aussi inspiré de, par exemple, tu parlais de l'acteur Bill Paxton, mais aussi, tu te fais un peu ton casting en fait d'acteur quand même pour chaque livre. J'essaye pas trop, non, Non. parce que ça, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais essayer de jouer. Là, j'ai vu Mana l'autre jour, là, il y avait une expo, lui, il est Delon, il met Brando, C'est vrai, ouais. tous les gens qui veulent, Au long de la sans rose, les là. payer. Ouais. Donc tu t'es pas un casting en fait, Non, j'avais un peu fait, si une fois il y avait Delon dans Un garçon romantique, une histoire de gigolo. Ah oui. Et lui, par exemple, là, quand tu travailles avec un autre auteur de bande dessinée, finalement, vous communiquez par quel biais il t'envoie un texte Ah non, comme il ne les fait autres. jamais de dessin. Il Oui, c'est ça, me bah voilà. texte. Bah oui, c'est ça, un texte. Non, parce qu'une fois j'avais essayé de travailler avec un véritable scénariste professionnel, c'était Christin. Pierre Christin, bah oui. Et alors lui, il me donnait la page 1, une grande image, à droite on voit ça, à gauche ça, et puis là t'as un premier plan. Ça m'intéresse absolument pas, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est justement le découpage, le storyboard. Faire le storyboard. D'ailleurs, dans les petits cahiers qui sont sortis, les cahiers, on a gardé le storyboard. Et ça, c'est très, très, très agréable à faire. Enfin, ça demande énormément de concentration, mais c'est un peu comme le Pictionary. Il faut représenter une idée avec. Et en fait, comme il est assez précis, pour ce livre, j'ai été très fidèle. J'ai même projeté mes esquisses de storyboard sur mes feuilles, mes grandes feuilles, pour garder la fraîcheur de la construction. Ah ouais. Tu en parlais tout à l'heure, finalement, un auteur de bande dessinée qui fait pour la première fois une bande dessinée réellement avec des bulles, des phylactères. Ouais, c'est aussi long, c'est ça. avec des têtes parlantes, comme dit Fromental. Et alors, il y a aussi des facilités là-dedans. Hein. C'est vrai qu'on se pose beaucoup moins de questions. Une conversation à mettre en scène, ben voilà, hein, celui qui parle, alors t'entends, on prend un peu plus large. Non, en gros, il faut toujours montrer les gens qui parlent. Donc c'est un peu plus contraignant et en même temps c'est plus facile que de faire des grandes images où on a une ambiance qui correspond à l'atmosphère de la discussion. C'est vrai qu'avoir des récitatifs ou une voix off, ça c'est plutôt ta marque de fabrique, quoi. Faire des images finalement qui... Oui, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a toujours fait comme ça avec Paringo, et au bout d'un moment, j'avais besoin de me confronter au code de la bande dessinée, et c'est moi qui ai demandé à ce qu'on amène un peu de dialogue, et on a fait ça dans Kid Congo, où le dialogue c'est comme des bruits un peu, il n'y a pas grand chose d'important qui est dit, mais voilà. Parce qu'on avait, à l'inverse, été beaucoup plus loin dans Un garçon romantique, où on a vu carrément, il y avait un texte
qui s'arrêtait même plus sur les images. Il y avait le début à la fin de la page qui courait comme ça. Et là, bon, bah, les gens n'ont pas trop compris l'histoire. Et c'était pas facile, parce qu'il fallait d'abord lire tout le texte, après revenir, voir ce qui se passait dans chaque. C'était pas évident, on n'a pas continué. Mais bon, j'ai bien essayé les choses. Oui, c'était radical quand même. Ouais, un peu. C'est ça. Et alors, est-ce que, c'est vrai que là, tu partages quand même ton activité entre les illustrations, alors, un peu la bande dessinée quand même toujours, et puis aussi la peinture. Donc là, c'est tout se nourrit en fait. Tu as besoin maintenant d'avoir, quand tu as fini un tel livre, à repartir sur autre chose qui te laisse plus de liberté, en tout cas plus Oui, solo. et puis il y a la pratique, c'est-à-dire que quand je fais une bande dessinée comme ça, oui, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver mes peintures, les pinceaux, la liberté totale, et les grands formats. Mais bon, si je reste un an tout seul dans l'atelier à faire ça, c'est vrai que je peux être tenté à nouveau par la narration. C'est un peu comme ça. Et ça se... Mais bon, tout ça se nourrit, c'est sûr. Là, dans mes peintures récentes, le noir apparaît beaucoup plus qu'avant, le trait. C'est-à-dire comme si j'assumais complètement le fait de venir de la bande dessinée et d'intégrer ce truc à mon langage graphique. Donc je fais des traits sur mes compositions qui disparaissent ou pas avec la peinture. Donc c'est bien, on ne sait pas trop où on va. Contrairement à la bande dessinée, on sait à peu près quand c'est fini à quoi ça va ressembler. Mais c'est vrai que oui, que quand j'ai fait cet album, j'ai pensé à beaucoup de mes amis qui ont fait toute leur vie. C'est bon, mais évidemment, ils ont des énormes séries à succès. Mais enfin, ils travaillent tous dans le même registre graphique. Moi, je ne pourrais pas. Mais bon, ils ont un retour qui n'est pas le mien. Moi, je ne fais pas des livres qui vendent énormément. Et tu sais déjà quel va être ton prochain livre ou tu te laisses... Non, le prochain, je vais faire un livre de... J'ai déjà pas mal commencé, mais il faut qu'on... Plus il y en a, mieux ce sera. Ça va être un livre autour du roman noir, parce que ça va être des images extraites de films, mais complètement redessinées à ma manière, légendées, comme ça, avec une petite phrase sous le dessin. Mais ça, c'est des livres, c'est des petits livres de dessin, comme j'en ai fait énormément, mais un peu confidentiels. Hein. C'est des trucs à 300 exemplaires, 1000 exemplaires. C'est des trucs, il y a une époque, on en trouvait des tas d'éditeurs pour faire ça. Maintenant, c'est pas aussi simple. Les livres d'images, tout simple. C'est ça, ouais. Mais donc ça c'est le prochain. Tu vas attendre que l'envie de bande dessinée revienne. Oh, ou que le bon on texte. verra le projet, bien sûr. C'est ça, c'est le texte qui va. Il y a toujours besoin de. Pas avant un moment. Non, puis alors dans cette histoire qui est le Strobo, là, mon dessin a un peu changé parce qu'il y avait une urgence, il y avait un dessin beaucoup plus spontané, moins réaliste. Et je sais pas, du coup, j'ai développé d'autres choses, quoi. D'autres outils. J'ai travaillé avec un outil différent, une sorte de feutre. Et puis j'ai fait les couleurs par Photoshop. Non, j'avais non seulement pas le temps, mais faire tout ça à l'aquarelle, c'est insupportable. Ça m'aurait écœuré de l'aquarelle à tout jamais. Parce que, vous voyez, vous êtes obligé de mettre du cache dans toutes les bulles. C'est incroyablement fastidieux. Et après mettre, j'aimerais retrouver la même couleur sur les cases et tout. Non, Photoshop c'était bien, puis j'étais un peu comme
une nouvelle boîte de couleurs que j'utilisais. Donc c'était amusant. Et bien alors du coup, comme je savais qu'il y aurait Photoshop et des couleurs en aplat, dans le noir et blanc, j'ai intégré ce petit système d'ombrage comme ça, qui donne un peu de volume au plan. Ça va être à vous de poser des questions à Jacques. Moi j'ai déjà lu des romans où il suffisait qu'il y ait votre dessin en couverture pour que ça me donne envie de lire le roman en question. Parce que j'aime bien votre dessin et du coup ça m'attire, quoi. Et comment vous vous dites ça, je vais juste faire la couverture de ce roman de, je sais pas, William Boyd, je pense à lui. Pourquoi lui je vais faire uniquement la couverture et pour tel autre je vais l'adapter à un texte illustré ou en BD? Comment non, mais en fait c'est pas du tout le même cheminement, parce que quand je fais que la couverture, c'est l'éditeur qui m'appelle comme illustrateur, il me dit voilà, on aimerait que vous fassiez la couverture de tel ou tel bouquin. Et justement, avec William Boyd, à un moment, je faisais toutes les couvertures, j'aime beaucoup, d'ailleurs, j'ai encore lu son dernier c'était. Et on a communiqué un peu parce que j'avais fait une série de dessins sur un séjour en Afrique qui m'a rappelé un peu un anglais sous les tropiques, donc je lui ai envoyé, il m'a réécrit, c'est marrant. Et longtemps, William Boyd, j'ai lu, il avait fait beaucoup de nouvelles, et j'ai lu des nouvelles dans l'idée d'en adapter, mais finalement, je n'ai rien trouvé. C'est des rencontres, hein. Le fait de faire une couverture d'album, de roman, ça m'a permis de rencontrer Jean-Luc Coatalem, avec qui j'ai fait deux albums. Parce que du coup, parfois je ne les lis pas, hein, ou je lis juste, j'ai pas le temps, ou alors on me dit voilà ce qu'on aimerait. Ou parfois ils prennent des dessins existants. Après ils me donnent le livre et je le lis ou pas, quoi. Enfin, je ne suis pas forcé de l'aimer. D'autres questions? Enfin, j'aime bien dans les livres, dans les romans, les couvertures de livres. D'abord, j'aime beaucoup le monde de l'édition, donc j'aime beaucoup faire des couvertures. Et puis, par exemple, pour la table ronde, je fais beaucoup tout leur récit de voyage, par exemple. J'adore ça. J'avais une question, j'ai pas bien saisi lorsque vous avez parlé de l'adaptation de la nouvelle de Boris Vian, de Vernon Sullivan, Le Chien, les désirs et la mort. Ça a été publié ou pas ou Oui, ça a été publié dans Rock et Folle. D'accord. Dans les années 80, début 80, même. Voilà, ouais. 79 peut-être. Oui, c'est ça. Et après, ça a été pris dans les recueils d'histoires courtes qui étaient New York-Miami. D'accord. New York-Miami, Cliché d'amour. Non, Cliché d'amour, c'est un autre, mais après, il y a eu une compilation qui s'appelait La nuit de l'alligator qui reprenait toutes les histoires courtes. Enfin, qui tenaient la route, parce qu'il y en a quelques-unes, on a préféré pas les montrer. Il y avait une intégrale de tout ce que vous avez fait. Ah, il y avait aussi récemment une belle intégrale chez Casterman de tout ce qu'on a fait avec Parago. Ouais. Avec Barnet et la note bleue, on va dire en tête d'affiche, mais. Oui, ça s'appelait la note bleue et autres récits. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est les 5 grandes histoires qu'on a fait. C'est un beau livre. Ah bah oui, qui fait 370 pages. Il y avait des interviews, des esquisses. Et les bonus, c'est comme un coffret. Bah oui, c'est ça. Un DVD avec les bonus. Oui, donc tu montrais là tout à l'heure le storyboard. D'habitude, très souvent, tu fais une planche intermédiaire avant la planche originale. Ah oui, bien sûr. Là aussi, tu l'as fait tout à fait pareil. Ah oui. C'est-à-dire que le storyboard est assez précis et je me suis projeté sur ma feuille au format final pour la mise en place. Après, c'est ce qu'on appelle la crayonnée. Ouais. Je l'ai mise au point C'est avec le les même perspectives, procédé, en fait. c'est le même. Mais, et après l'ancrage, la table lumineuse. C'est la première fois que tu es édité en noir et blanc Enfin, non, mais ça, pas les années 80, mais.
C'est un peu un gadget. Ouais, mais c'est pas bien Je dirais que c'est José-Louis Bocquet, qui était éditeur chez Dupuis, avait imposé ça à Dupuis, enfin pas imposé, il avait inventé, pourquoi, avec Théodore Poussin, il y avait plein de trucs comme ça qui sortaient avec des cahiers. Mais moi je pensais que c'était plus des cahiers de making-of. Alors du gros, pourquoi pas. Et puis finalement, bon, ils ont sorti ça en noir et blanc, mais pour moi, bon, alors il y a des gens. Et ça, c'est comme les éditions de luxe en noir et blanc de certaines BD. Moi, je comprends pas trop, parce que là, si tout l'album avait été en noir et blanc, ça, je ne me serais pas arrêté là, parce que toutes les scènes nocturnes que je laisse claires pour pouvoir m'autoriser des lumières bleues, voilà. Si ça avait été en noir et blanc, ça serait tout noir, beaucoup plus sombre. Mais bon, voilà, ça fait. Pour s'occuper du terrain. Pour les collectionneurs aussi. Oui. Voilà. Mais surtout qu'on n'a pas vraiment été prévenu que ça allait être fait comme ça, puisque moi j'ai les 2 premiers volumes des cahiers, et donc si je comprends bien, l'ouvrage que vous présentez là, il a compilation en fait des cahiers c'est le livre, pour moi c'est le livre définitif. Mais bon, une fois que vous avez les 3, ça fait un petit. Quand on aime, on compte pas. Non, puis dans le livre, il y a beaucoup, il y a des notices biographiques, il y a des citations de Signon, de choses. Tu disais pour le livre, tu t'es appuyé sur une autobiographie de sa première femme Non, à la fin, il y a tout, il y a sur les éléments biographiques et un recueil de souvenirs de Tigi, de sa première femme. D'accord. Et en fait, moi j'ai beaucoup connu Marc, qui est mort depuis, mais qui était le fils de Tigi. Et maintenant j'ai affaire à John, qui est le fils de la deuxième femme. Qui est De toute façon, tu avais un scénario qui t'était fourni aussi, c'est pas toi qui fais. Ah ouais, non, j'ai fait tout le découpage, mais il me donnait des textes avec page par page, tout le dialogue, et en gros ce qui se passait. C'était à moi de mettre en scène. Et juste de faire des recueils, des cahiers là, ça faisait comme un espèce de feuilleton, tu avais des deadlines où oui, c'est vrai. Moi, de toute façon, j'avais une deadline, puisque j'ai commencé en juillet dernier, il fallait le rendre en juin. Donc, en juillet 2022. Donc il ne fallait pas que je traîne, hein. J'ai même quitté mon atelier, j'ai travaillé chez moi pour ne pas perdre de temps, parce que la bande dessinée comme ça, c'est un travail de tous les instants. Hein, dès que j'avais une heure, hop, j'avançais, quoi. Et du coup, je n'allais plus à l'atelier, je restais chez moi toute l'année dernière. Vous avez des questions? Peut-être encore une, si je peux me permettre. Lorsque vous travaillez sur les romans illustrés, vous l'avez dit tout à l'heure, vous prenez plusieurs passages et vous faites plusieurs planches. Quand c'est pour l'illustration d'une couverture, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez un instant dans le roman et c'est ça que vous utilisez, ou vous faites peut-être comme Michel Bourdon qui faisait les couvertures du Fleuve Noir et qui lui plutôt prenait l'histoire et mettait plusieurs ingrédients de l'histoire dans la couverture d'illustration? Dans le cas de ces livres-là, la couverture, elle vient après avoir fait tout l'intérieur. Donc je choisis une des pièces que j'enrichis pour la couverture. Mais sans ça, pour un roman, en général, soit je le lis, soit j'ai le temps de tout lire, soit je lis le premier chapitre en gros. Parce que bon, faut voir un peu l'ambiance. Et puis je propose différents trucs. Mais il y a des éditeurs qui me font pratiquement des maquettes de ce que je dois dessiner. J'ai fait un livre de Mabankou, où ils m'ont tous dit qu'il faut que ce soit un cimetière. Alors,
un revenant. Et là, j'ai fait plusieurs pour Héloïse d'Ormesson, où c'est des dessins existants. Voilà. Ça, c'est différent. C'est moins de travail. Il suffit d'envoyer la facture. Le fichier. Voilà, et vous le retrouvez. Avec Charine, il écrivait en anglais ou... Non. Oui, peut-être, mais enfin, il y avait quelqu'un qui. Ah, oui, qui traduisait. C'est la femme de Fromental. Oui, ça Non, mais sans ça, j'aime bien ça. C'est vrai que ça, c'était l'affiche de la Semana Negra, qui est un grand festival de polar en Espagne, à Gijón. J'aime bien être associé à ça. Et ce que tu n'as pas montré, c'est les livres disques là, que j'ai fait sur les films noirs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors là, vous avez celui-là en plus. Ouais. Génial. Ouais, c'est ça, au départ, il y avait deux. Il y en avait deux, c'était film noir, un et deux, avec deux CD. En format long Deux box. Ah oui, en long box. Et montrez-nous. Ah pardon. Et Ça, c'est quoi? C'est la compilation de ça, c'est, je sais pas, ils sortent ça en vinyle. Oui, c'est du vinyle. Le retour du vinyle, donc c'est. Non, c'est plutôt le premier. Ouais. C'est sur le cinéma américain, celui-là. Merci. Et le deuxième, c'était sur le cinéma français. Sur les musiques de films français. Voilà, oui, j'aime beaucoup ça parce que c'est un peu le livre dont je parlais que je vais sortir, c'est des images et une légende. Pour moi, moi j'ai commencé comme ça dans Rock et Folk, j'ai pas fait des bandes dessinées, il y avait des images, des légendes, des images. Mais bon, au bout d'un moment, on est un peu. Ça fait pas beaucoup de dessins publiés, quoi. On peut faire des bandes dessinées, c'est bien mieux. Et puis surtout, c'était les années 80, c'était hyper excitant de faire de la bande dessinée. De participer au truc, de prendre la vague. C'est vrai. Et puis c'est un moment où il y a plein de magazines. Ben ouais, c'est c'est plus ça. tard. C'est l'âge d'or de la presse BD. Et ouais, on était tous mes amis, au bon endroit, au bon moment. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Autrement, on rappellera que toi, tu vas être en dédicace. J'ai une exposition, Ah oui, mais alors il n'y a plus de carton. c'est Le 10 octobre, Ah. la présentation des planches de l'album, plus beaucoup d'illustrations de ces livres, et une vingtaine de pièces que j'ai fait cet été pour des grandes aquarelles, des choses en couleur, parce que les originaux de façon noir et blanc, l'expo soit un peu plus, Ça se passe où? plus riche. À la galerie des Arts Dessinés, Frédéric Bosser, rue Chapon. C'est sur votre site? Oui, c'est sur mon site, je crois. Oui, sur le site. Je crois que je l'ai mis sur mon site et puis je le mettrai sur Instagram. Donc tu vas après maintenant, cet après-midi, aller au Festival Formule Oui. pour dédicacer, non? C'est ça, j'avais prévu. Un Voilà. petit peu, mais je ne peux pas dédicacer. Parce qu'après, j'ai des dédicaces. J'irai dédicacer à la galerie, j'irai dédicacer aussi à Sancier, là, chez Christian Collin, qui a édité pas mal de digigraphies du travail que j'ai fait pour Simon. Et puis, oui, après, je vais à Perpignan, à Nérac, à Deauville. C'est la promotion qui va commencer. Et comme c'est la première fois que je fais un livre avec Dargaud, et il faut rester organisé. Et sur vos peintures, parce que là vous parlez d'illustration pour les expos, sur votre peinture, vous avez des expos prévues? J'ai vu la dernière que vous aviez faite, qui est en tout cas dans une galerie à Dinard. Oui. D'abord, les peintures, pendant toute cette année, j'ai pratiquement rien fait. J'ai fait 3 toiles qui étaient des commandes soulevées. Et le reste,
je faisais que ça. Donc là, j'ai plus rien et du coup, je peins pour. Oui, je vais avoir une expo à Mortagne, mais là, il veut pas trop de peinture au mois de novembre. Non, le gros truc, c'est que j'ai une expo à New York. Chez Philippe Labaude. Ah, bah oui, oui. C'est pas non plus quand on dit je fais une expo à New York, faut pas croire que c'est au MoMA. C'est un Français qui s'est installé dans un beau quartier de galerie à New York et qui expose pas mal d'Européens. Avec Louison, on y allait en juillet, donc on allait dans sa galerie. Oui. C'est une très belle galerie. Elle expose en mars. Oui, oui, là, c'est- Oui, il est sympathique. Mais il veut rester ancré dans la bande dessinée. Non, je croyais qu'il voulait que des toiles. Mais en fait, il Non, veut ouais, c'est montrer qu'il y a aussi des plans. Ah, là, après, il y a Frank Miller qui est venu Là, il y a pour Frank signer. Miller, Voilà. vraiment. Ouais, c'est ça. Il va y avoir Miles Simon, il y a eu Matotti, il y a eu Avril. Hélène Husdin, là, qui était. Oui. Quand nous, on y était, c'était ça. Ouais. Oui. Mais bon, je crois que c'est un peu la communauté française. Oh, il y avait quand même pas mal d'Américains qui sont venus, hein, oui, parce que. Il n'y a pas que des. Non, bah voilà, Ah bah. c'est bien. Bah oui, c'est bien. Non, puis moi j'ai beaucoup travaillé pour le New Yorker, donc il espérait que j'ai encore toutes les couvertures. Ah oui. Mais non, les couvertures du New Yorker, c'est des dessins qui se vendent toujours très vite, très bien. Ah oui. J'ai des petits dessins, puis comme j'ai arrêté, le New York, c'est les Américains, on travaille, je sais pas, j'ai dû travailler 15 ans pour plus. Irrégulièrement, mais enfin quand même, pas mal. Et puis un jour ça s'arrête. Bon. Ça c'est autre chose. On a son temps. D'accord. Non, il y a eu un moment où il faisait beaucoup America First. Donc il n'y avait plus que des Américains qui travaillaient. Et moi, à part Sampé, il n'y a pas eu beaucoup de Français ces dernières années. Je Oui, crois, bah ouais. Je crois pas. Ouais, sauf que, Nicolas Floch, c'était la même époque que moi, Ah, hein, mais il d'accord, en c'est fait pas plus. comme Ouais, non, récemment, je crois pas avoir vu. Il y a l'air de Sampé, il était costume de toute façon, je crois. Donc, Ouais. bon, en tout cas, on se rappellera le 10 octobre pour les Ouais. éditions, le 6, la Octobre, sortie, voilà. les Tours de France. Ouais, on verra. New York. Et ben, merci beaucoup. Voilà, Merci.